Aujourd'hui, vivre sans avec Mazarine Pinjot. Le manque est au cœur des relations humaines et de la pensée, de l'économie et de la recherche, du désir et de la quête, de l'attente et de l'espoir. Peut-on réellement s'en passer? Qu'appelons-nous au juste manque? Nous pouvons manquer d'une chose, nous pouvons manquer de sens, nous pouvons manquer à quelqu'un, ou quelqu'un peut nous manquer. Ce manque a trouvé son expression dans un adverbe devenu incontournable en marketing, le sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans calories, sans nicotine, sans adjuvant, sans huile de palme, sans colorant, sans contact. Par un tour de passe-passe extraordinaire, nous avons transformé l'absence en valeur, le manque en objet de convoitise. Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Alors, Mazarine Pinjot, vous êtes professeure de philosophie, agrégée, normalienne. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, dont Le Salon de massage, qui est paru en 2023. Et vous faites paraître ces jours... Vous enseignez aussi la philosophie à Sciences Po Bordeaux. Et vous faites paraître ces jours-ci aux éditions Climat un essai philosophique, Vivre sans, une philosophie du manque. Alors, est-ce que, Mazarine, est-ce que nous sommes des êtres de manque? Ah bah oui, bien sûr, nous sommes des êtres de manque. La question, c'est de savoir de quel type de manque on parle. Nous sommes des êtres de manque d'abord parce que nous avons besoin de l'autre pour survivre au tout début de notre vie, dans cette situation de DZ, comme le dit Freud. Et donc, nous sommes dépendants et la dépendance induit une forme de manque. Nous ne sommes pas complets, nous ne naissons pas complets. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet aussi de nous déployer, de nous développer, de nous perfectionner et puis d'entrer dans le champ de la culture à travers le langage, la symbolique. Les animaux, d'une certaine manière. Je suis désolé. C'est mon téléphone. Et attends, le sang, c'est une préposition. Tu sais, c'est le vieux. C'est pas un adverbe. C'est une préposition. C'est quoi? Non, mais parce que tu sais, en fait, c'est la vieille carte de couve. Ok. Ah bon, ça va. J'ai eu peur parce que. Désolé, c'est mon téléphone qui a sonné à l'extérieur. Non, c'est bon. Je suis confus. On va reprendre. Sommes-nous des êtres de manque? D'accord. Ouais, pas. Mazarine Pinjot, sommes-nous des êtres de manque? Oui, bien sûr que nous sommes des êtres de manque. D'abord, dans notre genèse, nous sommes des nourrissons qui avons besoin des soins maternels. On ne peut pas survivre sans l'autre et donc on est dans la dépendance. Et donc d'emblée, ça nous inscrit dans une forme de manque où la relation est première. Et c'est en même temps le fait que nous ne soyons pas totalement achevés et indépendants lors de notre naissance qui va ouvrir un espace pour que puisse se déployer eh bien le perfectionnement, la transformation, l'accès au langage, l'accès au symbolique et donc l'accès à la culture. Et c'est de ce manque, d'une certaine manière, de cet inachèvement et de cette longue maturation, puisque pour les petits d'hommes, le temps de maturation est beaucoup plus long que pour la majorité des animaux. C'est de cette longue maturation que va pouvoir naître
la réflexion, le questionnement, le doute, et puis les relations humaines, etc., etc. Et donc, bien sûr que le manque, c'est d'une certaine manière, dès la naissance, notre condition. Et par ailleurs, dans un autre ordre d'idées, nous sommes des êtres de manque, aussi parce que nous sommes mortels, et que dès lors que nous en prenons conscience, par définition, nous allons avoir de cesse d'essayer de combler quelque chose qui est de l'ordre du manque, mais ce désir de combler ce manque existentiel, ce manque structurel, eh bien, d'une certaine manière, c'est aussi grâce à lui qu'est possible la création, qu'est possible l'amour. Enfin, voilà, c'est cet élan aussi qui nous meut en quelque sorte et qui permet d'accomplir des choses. Alors le problème, c'est que le manque, on peut aussi l'entendre d'une autre manière. Et le système capitaliste l'a très bien compris et a très bien compris comment transformer ce manque, on va dire, ontologique en un manque d'objets. Ah, ça, on va revenir là-dessus, ça c'est un point important, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on vous lit, Mazarine Pinjot, donc on lit ce livre, Vivre sans, c'est qu'on voit plus le sang, S-A-N-S, hein, Oui. le sang ou le manque, de la même façon, après vous avoir lu, qu'au début. C'est un livre dense, très très bien écrit, qui change notre. Disons, finalement, on se voit plus tout à fait de la même manière, et notamment dans ce qui est nos désirs. Est-ce que nos désirs viennent toujours d'un manque? Ah, Grande ça, question. c'est la grande question. Je ne sais pas si on peut y répondre d'une seule réponse, mais c'est la grande question, et c'est aussi la grande question de la philosophie, hein, d'ailleurs, puisque globalement, et pour caricaturer, il y a deux types de réponses. Il y a le désir comme une puissance d'être, quoi, et puis il y a le désir qui s'alimente au manque. Donc c'est deux versions différentes du désir. Et puis il y a quand même aussi un troisième désir qui serait justement le désir qui renaît de ses cendres à peine est-il satisfait, et qui est, je sais pas, par exemple le désir de Calliclès chez Platon, ou le désir aujourd'hui du consommateur. Il achète, il consomme, il rachète, etc. Et c'est vrai que cette question du sang m'a au départ interpellée, S-A-N-S, donc toujours je rappelle parce que c'est vrai qu'à l'oral c'est un peu perturbant. Ça m'a interpellée parce qu'il y a eu une floraison comme ça de sang dans les messages marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, c'est ça ce que je disais, Ouais. sans gluten, sans lactose, Absolument. sans huile de palme, mais on pourrait multiplier, dérouler indéfiniment la liste, sans croissance, sans capitalisme. Enfin, on a l'impression que on est que le marketing et toute notre société surfe maintenant sur le sang. Le sang est devenu un plus, quoi. Exactement. C'est-à-dire que on est sans doute, on a été dans une société du trop-plein, et qui, pour faire marche arrière, va mettre en avant une sorte de produit d'appel qui est l'absence justement de produit. Enfin, et donc on va transformer cette absence en présence. Et donc le sans gluten devient une valeur. On va payer plus cher parce que c'est sans gluten. Le sans huile de palme, c'est labellisé éthique, et donc on va payer plus cher l'éthique. On va payer plus cher la morale. Et donc je trouvais intéressant la façon dont on a réussi à transformer l'absence d'abord en valeur monétaire, et ensuite en présence, hein, puisque cette absence, elle est partout présente à travers les messages marketing, où finalement le sang a très clairement pris une place considérable dans la publicité. Et donc je trouvais intéressant de voir comment le marketing, c'est toujours intéressant de façon de regarder comment fonctionne le marketing, parce qu'il est toujours en avance sur notre temps. Enfin, il y a une forme pas forcément de réflexion, mais d'intuition comme ça, de saisie un petit peu de l'air du temps. Et là, ce sang, enfin cette mise en avant du sang, enfin cette mise en avant de l'absence comme quelque chose qui va se convertir en monnaie sonnante et trébuchante, eh bien, c'est une façon justement d'éliminer le manque, c'est-à-dire de faire de ce manque, de l'absence, quelque chose de plein, puisque c'est un plein qu'on achète. Alors certes, il y aura plus d'huile de palme, mais on l'a quand même acheté. Et donc, ce tour de passe-passe, il est assez fascinant. C'est-à-dire que oui, on a transformé le manque, et je pense qu'on peut l'élargir au-delà du marketing. Bien sûr, ça c'est le point de départ, mais on peut l'élargir au-delà du marketing. On a réussi à transformer l'absence
en présence. Et ça, il me semble que c'est la clé du capitalisme. C'est un système... On revient juste sur ce point-là, Mazarine Pinjot, sur l'idée que le sang est devenu un plus marketing. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Si on va vers une société de la sobriété, d'une certaine façon, on va vers une société du sang. Bien après sûr. être dans une société du trop-plein de la consommation. Donc, Absolument. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, bien sûr, on comprend très bien pourquoi on met en avant le sang, pourquoi est-ce que toute une série de produits toxiques qui ont occasionné des déforestations et l'assèchement des sols et l'artificialisation des sols, etc., on comprend très bien pourquoi aujourd'hui on pointe le doigt dessus, on le met en valeur. Mais en même temps, il me semble que précisément cette société de la sobriété, alors d'abord il y a quand même une forme d'hypocrisie parce qu'on n'y est pas encore, c'est-à-dire que justement l'absence de tous ces produits est mise en avant non pas au profit de la sobriété, mais plutôt pour vendre plus. Ouais, donc en fait, c'est un petit peu la perversion du système, c'est-à-dire que, y compris dans le mot d'ordre de la décroissance, et ça c'est ce que j'essaye d'interroger, je questionne, j'essaye de ne pas être dogmatique, j'essaye vraiment de questionner. Il me semble qu'aujourd'hui, y compris le mot d'ordre de la décroissance et la pensée de la décroissance s'inscrit quand même dans le schème du plein, s'inscrit quand même dans ce paradigme du plein qui est le même paradigme que la société de consommation. Et il me semble que pour essayer de construire une réponse par rapport notamment à la crise écologique, il faudrait sortir de ce paradigme. Et voilà, c'est ça que j'essaye de regarder de plus près, parce que si on reste dans le paradigme du plein, je vois mal comment on va pouvoir réellement arriver à cette forme de décroissance. Parce qu'elle n'est pas logique, elle n'est pas cohérente par rapport au système. Et donc, elle est contre nature d'une certaine manière, contre-intuitive, etc. Il faudrait une révolution anthropologique. Et moi, il me semble qu'une révolution philosophique devrait précéder cette révolution anthropologique, précisément en réinterrogeant le sens d'un manque, mais d'un manque qui serait essentiel, pas un manque d'une chose ou d'un objet. Et justement, c'est ça que vous faites, Mazarine, c'est très intéressant. Vous interrogez, vous réinterrogez des choses du quotidien qu'on voit un peu différemment après. Un peu comme Roland Barthes le faisait, je sais pas, dans les années 60, avec ses thèmes, mythologie, SZ, etc., où il lisait, lui aussi, la publicité, le marketing, et il nous apportait un sens que nous n'avions pas vu. Un sens, au sens cette aussi. Est-ce que c'est un peu ça votre démarche? Oui, c'est drôle que vous me disiez ça parce qu'on avait créé une collection avec Sophie Nordman, ma camarade Sophie, qui s'intitule, donc c'était chez Robert Laffont, maintenant on l'a arrêté parce que, pour plein de raisons, qui s'appelait Les Nouvelles Mythologies. Et donc c'était précisément l'idée de demander à des auteurs d'interroger un objet qui permet et de le déconstruire pour montrer en quoi il était le symptôme de notre modernité ou de notre monde contemporain. Et donc, il y a eu un ouvrage sur Ikea, il y en a eu un autre sur Welbeck. Voilà, c'est les objets c'est des mythologies contemporaines. Il y en a eu un autre sur les supermarchés. Enfin bon, voilà, il y a eu un certain sur la nudité. Sur le journalisme web. Enfin bon, il y a eu comme ça toute une série d'essais qui ont déconstruit, en effet, les mythologies. Donc c'est drôle parce que oui, en effet, il y a un lien avec... Il y a cet esprit de lecture de notre temps. Alors, Mazarine Pinjot, vous interrogez notre époque. On reviendra sur certains thèmes que vous éclairez avec votre prisme du sang, SANS, enfin votre prisme du manque. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous interrogez notre époque et vous interrogez aussi l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, à travers cette dialectique un peu du manque et du plein, ou du sang et du avec, pourrait-on dire. Et on s'aperçoit que finalement, à l'origine même de la philosophie ou des sagesses, il y a une réflexion sur le sang. Oui, bien sûr, surtout dans le monde antique. Alors, cette réflexion, elle ne se posait pas exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, quoique on puisse quand même trouver des constantes. On était dans le monde antique
alors là, pleinement dans le paradigme du plein, dans l'idée d'un cosmos fini, orienté, qui avait un haut, un bas, qui avait un sens qui lui était immanent. Donc l'idée de l'achèvement du plein primait. Enfin, c'était la cosmologie aristotélicienne, elle était fondée sur l'idée du plein. Et donc à partir de cette norme, quoi, enfin, cette normativité qui était d'abord le plein comme perfection, le cercle comme perfection, l'immobilité comme perfection, le fini comme perfection, l'infini on n'est pas du tout encore dans la pensée de l'infini qui évidemment arrivera avec la modernité et la révolution épistémologique de Copernic, Galilée, etc., où on va découvrir que l'univers est infini, avec Galilée et Descartes surtout. Et donc on est dans une pensée du fini. Donc dans une pensée du fini où le fini est identifié à ce qu'il y a de mieux, à la perfection, forcément le désir, ça fait désordre. Et c'est pour ça que il est vu, alors notamment à travers le personnage de Calliclès, qui est un petit peu vraiment celui qui est Platon, emblématique de la philosophie du désir, c'est-à-dire sans cesse être dans l'intranquillité, dans l'inachèvement, précisément parce que le moteur de la vie, c'est ça, c'est le désir. Et c'est très fort, d'ailleurs, c'est très convaincant quand Calliclès parle. C'est un redoutable adversaire de Socrate, parce que franchement, on a parfois un peu envie de le suivre. Et Socrate va donner la métaphore des tonneaux percés, et donc en disant, en gros, la vie, c'est comme les tonneaux percés. Si le manque, on est toujours en train de combler le manque. Toujours. Quand on comble un manque, il y en a toujours un autre qui apparaît. Exactement. Et donc, c'est une logique sans fin. Donc, qui dit sans fin dit imparfaite, en tout cas dans le monde grec. Et donc, évidemment, c'est ce qu'il faut essayer de dépasser. Voilà. Et d'où faut trouver une certaine stabilité. L'idéal d'ataraxie, d'où l'idéal de sérénité, de sagesse, puisque ce qu'on cherche, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Et la sagesse, c'est précisément un état où le manque n'a plus lieu d'être, n'est pas le bienvenu. Et donc, on est vraiment dans une perspective, un horizon qui est celui du plein, mais dans le sens le plus beau, le plus achevé, le plus parfait qu'on puisse lui imaginer. Et pourtant, Mazarine, vous le dites, l'être est présenté chez Platon comme un être de manque. Il est défini ou il est présenté comme un être sans poils, sans plumes, sans défense. Dans la nature même de l'humain, il y a le fait qu'il n'a pas de cornes, il ne peut pas se défendre. Il a plein de choses. Il y a plein de choses que les animaux ont et que lui, il n'a pas. Et oui, c'est le mythe de Prométhée dont le frère Épiméthée va distribuer toutes les qualités à tous les animaux, puis il oublie l'homme, et donc l'homme est nu et il n'a rien. Et donc Prométhée va aller voler le feu aux dieux, ce qui va d'emblée poser la question des limites et de l'hubris, des limites de quelles sont les frontières entre les dieux, les hommes, les bêtes, etc. Et donc en effet, le premier geste qui inscrit l'homme dans son humanité, c'est à la fois le début de la technique avec le feu, puisqu'on va pouvoir fabriquer ce qu'on n'a pas, donc l'invention, la création, mais c'est aussi le vol, c'est-à-dire qu'on a transgressé d'une certaine manière une frontière, une limite. Et aujourd'hui, c'est très, ça résonne évidemment avec la crise écologique, c'est-à-dire que ce qui a fait l'humanité, le progrès technique, la grandeur aussi de notre civilisation, c'est aussi une transgression, et on la paye cher. Et donc en effet, ce mythe, alors qu'on voit dans le Protagoras, ce mythe de Prométhée, il est fascinant, fascinant d'intelligence et puis de beauté. Et on peut s'y ressourcer incessamment et y trouver toujours des choses à penser nouvelles, je trouve. Et c'est vrai que cette nudité première de l'homme, mais qui renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état de DZ du nourrisson, que voit bien Freud, cet état de nudité va le contraindre à inventer, à utiliser son intelligence pour construire son logis et pour transformer la nature. C'est le sang qui est d'une certaine façon devenu une espèce de moteur de sapiens, donc pour acquérir des choses. Ouais, c'est le manque qui est à l'origine en fait de la culture, on va dire. Et alors vous faites vous nous présentez aussi la philosophie moderne, et notamment la philosophie de la société, et ce qui fait la vie individuelle et la vie collective. Avec notamment cette fable de Mandeville sur les abeilles. Je voudrais bien que vous en parliez un petit peu, parce que c'est intéressant de voir comment finalement le sang ou le manque à un niveau individuel
euh, est compensé par une espèce de plein au niveau collectif. Et ça, c'est très intéressant pour analyser la société en général et notamment ce qui se passe actuellement. Absolument. Alors, c'est à partir du XVIIe et puis du XVIIIe va se mettre en place ce qu'on appelle une dialectique, c'est-à-dire à partir, alors chez Mandeville, des vices individuels, on va produire de la vertu collective et de la richesse collective. Et alors, pour le coup, là, on a une lecture à la fois cynique, drôle d'ailleurs. Enfin, son texte, il est hallucinant enfin, quand on le lit. Et en même temps... C'est un texte du 17e ou ultra lucide. 18e. Ouais, 17e. 17e. C'est quoi la date exacte? On cherchera. Ouais, la fable des abeilles, Mandeville. Voilà. J'ai un énorme trou. Et ce qui est génial, c'est que il met en œuvre en fait ce qui, au niveau de l'individu, en fait, et en effet relèverait de quelque chose qu'on pourrait qualifier de vice. Et cette multiplication des vices, cette articulation, cette rencontre, enfin voilà, la conjonction de tous les vices va donner lieu à de la vertu. Bon, il décrit le système capitaliste pour le coup. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le capitalisme s'appuie sur les défauts, sur les manques de chaque individu, voire sur les vices, qui est un manque suprême d'une certaine façon. Et par cette collection de vices qui s'entrechoquent, etc., donne une société, et qui est une société complète et pleine. Ça sera aussi l'idée d'Adam Smith. En fait, ça sera l'idée de tous ceux qui pensent... les premiers penseurs de l'histoire, quoi. D'une pensée de l'histoire qui serait le lieu d'une dialectique. C'est-à-dire, effectivement, les individus... Même chez Kant, on a l'idée de l'insociable sociabilité. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est en concurrence, en rivalité, qu'on ne s'aime pas, qu'on se fait la guerre, que ça va produire des richesses au niveau collectif. Alors, est-ce que c'est ce que vous pensez, vous? D'un point de vue économique... C'est une question un peu personnelle, mais est-ce que vous pensez que les... Moi, je n'ai pas une vision téléologique de l'histoire. Je trouve que c'est intéressant chez Kant parce que c'est en fait comment dire, c'est un peu une idée régulatrice, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'il assène sur le sens de l'histoire, il dit juste que ça permet de penser l'histoire, mais voilà, c'est comme une condition qui permet de penser l'histoire. Mais en revanche, je pense aujourd'hui très difficile d'assigner un sens à l'histoire et donc toute forme de dialectique, parce que ça voudrait dire effectivement qu'il y a un télos, une finalité immanente à l'histoire et qu'il y aurait un sens de l'histoire. Et ça, je ne le crois pas. Mais ça, c'est vraiment les pensées... au XVIIIe et au XIXe, les grandes philosophies de l'histoire qui mettent en œuvre effectivement cette dialectique, alors qu'il va pouvoir prendre des visages différents, que ce soit la main invisible ou que ce soit la phénoménologie de l'esprit. On peut la repérer dans différents types d'œuvres et sous des modalités très différentes, mais il y a toujours cette idée que du négatif vient du positif. Et moi, je peux pas prendre acte en fait de cette... dialectique dans la mesure où, même si elle est ultra intéressante et qu'elle est très efficiente, mais dans la mesure où cette dialectique nie en quelque sorte le négatif. Le négatif, il est comme un moteur. C'est-à-dire que les vices vont donner des vertus, la concurrence va produire de la richesse, etc. Bon, très bien, ça fonctionne sans doute à un niveau économique, mais c'est une manière de nier la négation au sens du tragique. Pour moi, le tragique, c'est justement ce qui ne peut pas être dépassé, c'est-à-dire ça ne peut pas être réconcilié, il n'y a pas de réconciliation possible à quelque niveau que ce soit au niveau collectif ou que ce soit... Le tragique, c'est le tragique. C'est une béance, c'est une faille, c'est une négation qui n'a pas de Aufhebung, qui n'est pas synthétisable dans autre chose de plus haut qu'elle-même. Et je pense qu'à user de cette pensée dialectique, on s'interdit en fait de penser cette faille, cette béance, ce négatif qui prend l'aspect du tragique. Et moi, je suis très clairement plutôt pour une pensée du tragique, dans le sens où il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la négation ou du néant qui est indépassable. Et la pensée dialectique, c'est une manière de récupérer ce néant comme juste une négation qui est un moteur, quoi. Et donc, c'est une manière finalement de dissoudre le négatif dans un mouvement. Et je pense que c'est hyper réconfortant. Mais malheureusement, c'est un produit de la pensée qui est là justement pour nous consoler et ça ne fonctionne pas. Et à ce propos de consolation, vous parlez aussi de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire de cette idéologie qui veut
porter grâce à la technologie l'homme au-delà de ses capacités en nous greffant des diverses sortes de synthèses et puis maintenant peut-être prochainement une intelligence artificielle en plus de notre intelligence naturelle. Et vous avez une réflexion qui est passionnante là-dessus sur le transhumanisme et sur l'homme augmenté. Et vous écrivez les transhumanismes, c'est-à-dire cette philosophie qui vient des États-Unis mais qui s'est répandue un peu partout sur donc cette technologie d'augmentation des capacités humaines. Les transhumanismes cherchent à éradiquer la mort, non pas en tant qu'on ne la rencontrerait pas comme expérience, mais en tant qu'elle n'existerait simplement plus. C'est-à-dire que la mort, qui est le manque absolu, voilà, et ça rejoint ce que vous disiez juste à l'instant, on fait comme si, finalement, on pouvait éliminer la mort de notre vie, de notre existence. Oui, la négation, la mort, le néant, le tragique. Et en effet, l'idéologie transhumaniste, elle est vraiment l'expression la plus aboutie d'une société du plein. C'est-à-dire qu'elle repose sur l'idée d'un homme qui peut être augmenté, donc toujours plus plein, justement, et qui ne s'origine pas à sa faille existentielle, puisque la faille, justement, on veut la résoudre, on veut l'évacuer. Et évidemment, c'est une manière de concevoir aussi l'homme et la vie et la mort, de ce fait, qui sont quand même... Enfin voilà, comment penser l'homme en dehors de la pensée de la mort, ça me paraît très compliqué. Mais c'est l'idée qu'on peut biologiquement le transformer. Alors biologiquement, technologiquement... Et c'est étonnant, ça voudrait dire que l'homme est un ensemble biologique. Et c'est une forme déjà de réduction anthropologique de l'idée d'homme à sa biologie. Et c'est très intéressant parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui que l'homme est souvent réduit à son statut biologique, y compris, je ne sais pas, par exemple lors de la crise du Covid, qu'est-ce qui a été mis en avant, au nom de quel principe on a décidé des politiques? Au nom de la vie biologique. Pas de la vie psychique, par exemple celle des jeunes dont on voit aujourd'hui le coût, qui beaucoup de dépression, beaucoup de grandes difficultés. Non, c'était la vie biologique. Alors peut-être que c'était le bon choix, mais en tout cas il n'a pas été interrogé, il n'a pas été soumis au débat. Alors certes on était dans un état d'urgence, tout ce que vous voulez, donc je comprends en termes de temporalité, mais je trouve que c'est un sujet qui devrait être débattu. Est-ce que l'homme se réduit à sa vie biologique ou est-ce que quelque chose d'autre fait qu'il est un homme? Bon, il me semble que le transhumanisme a vite répondu à cette question en disant il est biologique, mais comme biologiquement il est un petit peu fragile, on va juste augmenter ses capacités biologiques. Mais jamais il est question de savoir quel est le sens de sa vie, pourquoi est-ce qu'il produit du sens, pourquoi est-ce qu'il a besoin de produire du sens, comment la production de sens est indexée à la pensée de la mort, à la pensée de la finitude, à la pensée du manque, justement. Et donc, si on évacue le manque, mais comment on va pouvoir créer, comment on va produire de l'art, par exemple? Est-ce que l'homme augmenté va pouvoir, dans sa quête, dans sa pensée, dans son questionnement, produire quelque chose de radicalement neuf? Non, il va produire de nouvelles datas, il va s'inscrire dans une forme de déterminisme, mais qu'on peut déjà penser à travers les machines. Il va pas être plus puissant que les machines. Si l'intelligence, c'est l'intelligence des machines, alors on est déjà dépassé. Mais ce qui fait notre humanité, c'est pas l'intelligence. Oui, mais ça... Les animaux pensent et les machines pensent, en tout cas au sens où ce sont des procédures de pensée. Alors si c'est ça qui fait l'homme, effectivement, il est complètement déchu de son statut. Donc il me semble que au regard de la comparaison avec les animaux et les machines, eh bien c'est un autre endroit qu'il faut trouver la spécificité de l'homme. Et moi, il me semble que cette spécificité, elle n'est pas dans le plein, elle est dans le manque. Et ça, vous avez, Zarine, vous apportez une réponse dans ce livre, donc Vivre sans une philosophie du manque. Vous apportez une réponse et vous parlez justement de cette tendance à aller vers le plein de la technologie, etc. Et vous écrivez que c'est un désir d'évacuer la fragilité et la vulnérabilité humaine. Tout ce qui est pensé sous le signe du manque, du moins, du sang, maladie, vieillesse, mort, est précisément ce que les progrès technologiques et l'avancée des connaissances biologiques promettent de soigner, voire d'éliminer.
C'est-à-dire qu'on lutte, on veut éliminer le manque en permanence, alors que c'est peut-être ça qui est la ressource. En fait, on veut transformer la condition humaine, faire des humains des machines. Et en effet, ce manque, alors il ne s'agit pas d'être doloriste et de s'autoflageller en disant le manque c'est bon, ça fait souffrir. C'est pas du tout ça. Il y a deux écueils que je veux éviter dans ce livre. C'est le premier écueil, c'est ça, ce sera un côté un peu masochiste qui dirait mais ouais, c'est bien le manque parce que c'est quand même de la souffrance qu'on produit du sens, qu'on symbolise, qu'on sublime, qu'on crée, etc. Bon, le manque, il n'est pas forcément une souffrance. Alors, il y a une béance, en effet, mais c'est ça qui crée du mouvement, de l'appel, du désir. Alors, une forme de désir. Là aussi, on pourrait s'interroger sur ce que c'est que le désir, parce qu'il y a le désir métaphysique, cher à Lévinas, et puis il y a le désir, celui de Calliclès, pour reprendre notre référence de tout à l'heure. Et donc, alors, je ne sais plus tout ce que je voulais dire, du coup, puisque je suis partie sur le désir métaphysique. On parlait de la vulnérabilité, ah oui. de la vulnérabilité de tout ce qui est la maladie, la vieillesse, de tout ce qui nous rend faibles, de tout ce qui nous manque et qui est finalement une ressource. Voilà, je disais, donc le premier écueil, c'est ça. Et le deuxième écueil, mais qui est juste une direction vers laquelle je ne veux pas aller, parce que c'est pas du tout ça dont il est question, c'est l'aspect religieux. Parce que le manque, évidemment, va aussi alimenter la croyance, les doutes, enfin tout ce qui est en lien avec la religion. Or là, c'est vraiment... je l'ai voulu complètement séculier, ce livre, dans le sens où cette catégorie qu'on pourrait appeler une catégorie de transcendance, dans le sens où c'est quelque chose... On est en lien avec, mais c'est un lien du non-lien. Enfin, c'est vraiment modélisé par Lévinas, ça, de la manière la plus parfaite. Cette catégorie de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du même ordre que le reste. Je ne veux absolument pas la réifier sous la forme d'un dieu ou d'une religion. C'est pas mon propos. Je n'ai pas un propos sur la religion. J'essaye de travailler sur une catégorie qui nous fasse sortir du plein, mais qui ne soit pas nécessairement religieuse, parce qu'il me semble qu'il y a des religions, y compris des religions monothéistes, qui s'inscrivent dans le schème du plein. Donc, c'est pas à cet endroit-là que se situe ma réflexion, même si ensuite, il pourrait éventuellement y avoir une traduction religieuse, peut-être, éventuellement, mais c'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout mon propos. Donc, ni autoflagellation du manque, ni masochisme. Moi, il me semble que le manque, c'est à partir de là uniquement qu'on produit du sens. Sinon, pourquoi est-ce qu'on symbolise? Pourquoi est-ce qu'on produit du manque? Pourquoi est-ce qu'on parle? Voilà, le langage, il naît parce qu'il y a du manque. Il remplace l'absence par du symbole. Donc, voilà, sans le manque, comment comprendre même la civilisation? Alors, on peut se transformer tous en robots, mais effectivement, on sera dans une post-humanité. On aura quitté ce qui faisait le sens même de notre condition humaine, qui certes est tragique, mais enfin, c'est quand même à partir de ce tragique-là qu'on produit quelque chose qui a du sens. Et donc moi, il me semble qu'il ne faut pas le perdre. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout votre livre, c'est pas du tout une apologie du manque, du sens. Non, simplement, vous interrogez le monde dans lequel on vit et vous dites, et vous mettez en valeur, c'est pour ça que je parlais de Barthes tout à l'heure, vous nous montrez cette tendance au plein, cette espèce de réflexe d'aller toujours vers le plein et d'oublier le sang. Oui, parce que c'est plus rassurant, parce que c'est satisfaisant. Enfin, quand on consomme, ça satisfait quelque chose. Alors, ça satisfait un manque, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça satisfait un manque qui se croit être un manque d'objets. On voit bien comment les modes proposent à chaque fois des nouveautés, comment la consommation elle-même s'inscrit dans l'obsolescence et donc nécessairement renaît de ses cendres. Enfin bon, ça, il y a un grand nombre de théories sur comment rendre la consommation infinie, quoi, enfin, dans un cycle infini, qui est le cycle biologique, en fait. Là encore, on revient un petit peu au prisme biologique. La biologie, le prisme biologique, c'est on consomme et puis on doit reconsommer, etc., etc. Enfin, c'est le sens du travail, de la vie du travail, selon Hannah Arendt, où voilà, on produit, on consomme, on produit, on consomme, on produit, on consomme. Bon, ça marche parce qu'effectivement, nous sommes des êtres de manque. Sauf que ce manque dont nous sommes faits, c'est pas un manque d'objets. Et donc, la réponse de la consommation, c'est aussi une manière
de faire oublier on comble le le manque. vide, quoi. On comble le Avec vide. Avec de l'objet, de l'avoir. Exactement. Et donc, en comblant le vide, on fait oublier ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette espèce de manque originaire qui de toute façon, ne peut pas être satisfait, mais qui, en revanche, est productif. En revanche, nous meut vers, encore une fois, vers de la pensée, vers de la création, etc. Et donc, on comble quelque chose qui est essentiel, existentiel, ontologique, encore une fois, par un autre régime qui est le régime des objets. Et quelque part, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que ça apaise toujours momentanément, mais puisque ce moment, il est toujours récupéré par la logique de la consommation, franchement, ça peut très bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sort pas de ce système, parce qu'il est satisfaisant à certains égards. Mais est-ce qu'on arrivera à sortir de ce système ? Parce qu'il Je sais pas. il est satisfaisant, mais mortifère. C'est le divertissement parfait. On a trouvé la forme parfaite du divertissement pascalien. Et donc, je ne sais pas si on peut en sortir parce que ça fonctionne très, très, très bien, quoi. Alors, il y a un autre thème que vous évoquez parmi tous les thèmes de ce livre, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Le wokisme, c'est ce mouvement de pensée à partir de la défense des minorités, des droits, etc., qui a pris tellement d'importance dans notre société, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et vous parlez des woke et vous dites il faut interdire, censurer, déboulonner les statuts et expurger les textes de mots inappropriés qui heurtent la sensibilité de toute une nouvelle génération, aux oreilles très sensibles, faute d'avoir été un jour confrontés au réel. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va on va éliminer tout ce qui est tout ce qui est inapproprié, et on va encore une fois essayer d'aller vers un monde plein, vers un monde vers lequel toutes ces choses n'ont jamais existé. En fait, ce qui est intéressant avec le wokisme, mais on pourrait le repérer dans d'autres mouvements, parce que c'est pas juste sur le wokisme, il y a aussi un retour des identités à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, c'est en parallèle, c'est un peu les mêmes processus. C'est-à-dire mais là où c'est intéressant, le wokisme, c'est que ça part au départ d'une pensée critique. La déconstruction, c'est une pensée critique. La difficulté aujourd'hui, c'est de garder une pensée critique, parce que la pensée critique, elle est instable, elle est inquiétante, elle ne pose pas des vérités établies ad vitam aeternam. La pensée critique, elle cherche, elle questionne. Bref, elle est pas rassurante. Et donc, c'est très difficile de maintenir une pensée critique. Et en même temps, les grandes philosophies, pour moi, sont des pensées sont des philosophies critiques, c'est-à-dire qui déconstruisent donc des pseudo-évidences. Et le moment le plus important des philosophies, c'est le moment de la déconstruction. C'est rarement le moment de la reconstruction, parce qu'il y a toujours ce petit danger de dogmatisme. Et donc, ce que disait Kant dans sa préface de la première critique, qui est extraordinaire dans le sens où c'est tellement actuel et en même temps c'est c'est indépassable, c'est qu'en gros il dit l'histoire de la philosophie comme l'histoire de la raison, c'est une oscillation permanente entre le scepticisme, aujourd'hui une sorte de relativisme total, la post-vérité, les fake news, etc., et de l'autre côté le dogmatisme. Et donc, l'histoire de la pensée aussi toujours entre ces deux extrêmes, dogmatisme, scepticisme, soit on affirme de manière péremptoire des choses, soit on croit en rien. Et donc, lui, il va essayer de creuser cette espèce de chemin, de crête extrêmement difficile à tenir, qui s'appelle la pensée critique. Qui soit ni du côté du dogmatisme, ni qui soit dissous dans le scepticisme. Et déjà, Descartes, avant lui, avait fait quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Peut-être qu'on y reviendra. Et donc, ce que je trouve super intéressant avec le wokisme, c'est qu'au départ, ça vient d'une pensée critique. C'est-à-dire, la déconstruction derridienne, c'est une pensée critique magnifique, ultra stimulante. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la pensée critique, parce qu'elle est trop difficile, s'est transformée en dogme. Et là, le dogme, comme tous les dogmes, ils sont nécessairement d'abord contestables, par définition, puisque ce sont des dogmes. Le dogme, c'est métaphysique. Et récupéré aussi par des groupes. Alors ensuite, c'est récupéré de manière militante. Mais ce qui est inquiétant, c'est cette idée que même le summum de la déconstruction va devenir, au lieu d'être une pensée critique, le pire des dogmes. Et donc, ce qui est intéressant à repérer, c'est ce moment de bascule entre quelque chose qui est de l'ordre du questionnement, de la déconstruction, de la critique,
en dogme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à peu près dans tous les domaines, on peut repérer ce basculement. Et donc, évidemment, le wokisme, c'est l'envers de la déconstruction. Et c'est comme, soit c'est un contresens total, soit c'est une forme de militantisme. Alors là, c'est autre chose, qu'on rentre dans une autre grammaire. Après tout, voilà, pourquoi pas être militant, etc. Et ça. Bon, ensuite, ça prend des formes parfois extrêmes, voire un peu ridicules. Donc, je trouve que c'est dommage par rapport à ce dont ça vient, quoi, à savoir la déconstruction. Mais c'est l'antithèse de la déconstruction. C'est pour ça que c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé, par quel chemin c'est arrivé pour devenir quelque chose de très péremptoire, de très radical, de ininterrogé, enfin, voilà, et de destructeur plutôt que de déconstruit. On a le plein à récupérer cette pensée qui au départ était une pensée du Bien sang. sûr, exactement. Mais comme tous les dogmatismes récupèrent à un moment donné une pensée critique. Parce que c'est dur de se tenir à cet endroit critique. C'est difficile et il faut du courage. Et bon, on ne peut pas dire que ce soit la caractéristique de notre époque. Non. Et alors, est-ce qu'effectivement, Mazarine Pinjot, on n'est pas à une époque où cette position critique que vous évoquez, que vous proposez, n'est pas extrêmement difficile à tenir, parce que c'est vrai qu'on a d'un côté les dogmatismes auxquels on ne peut pas adhérer, et les causalités simples, je dirais, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de machin, de l'immigration, ou c'est à cause du colonialisme, ou c'est à cause de tous les côtés, du capitalisme, on entend, c'est la même structure de pensée en fait. Et d'un autre côté, le fake, on est dans le fake en permanence, donc on ne peut pas ne pas être sceptique. À chaque fois qu'on entend une information maintenant, ou une image, je ne sais pas si ça fait la même chose, mais la première question qu'on se pose, c'est: est-ce que c'est vrai? Même quand on se dit, c'est quelqu'un d'autorité qui l'a dit, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit, etc. Donc, comment on peut faire pour maintenir une pensée critique lorsque on a d'un côté le dogmatisme absolu et de l'autre côté le scepticisme obligatoire? Éminemment difficile. C'est un combat. C'est du temps. Ça veut dire que... je ne sais pas si c'est d'abord adopter justement une pensée critique, mais ensuite il faut la nourrir. C'est-à-dire que si vous avez une information dont vous pouvez légitimement douter, il faut aller vérifier, chercher, écouter des sources, lire. Voilà, c'est au-delà de s'informer, c'est rechercher une forme de savoir. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il y ait là quasiment une politique globale. Ça, individuellement, on ne peut pas s'en sortir. Là, c'est à un niveau politique que les choses doivent se faire. Et elles doivent se faire notamment au niveau de l'éducation. Plus d'éducation scientifique, plus d'enseignement scientifique, pas au sens où la réforme a pensé l'enseignement scientifique, parce que je trouve que pour l'instant c'est un peu dommage, on n'en fait pas quelque chose qui serait plutôt de l'histoire des sciences ou de l'épistémologie, essayer de travailler sur ce que c'est que la vérité en sciences humaines, en sciences dures, et pourquoi, même si cette vérité elle est relative au sens où c'est un consensus de scientifique qui peut être amené à évoluer en fonction de nouvelles découvertes, c'est pas pour autant qu'elle est relative au sens de la relativité de tout et des fake news, etc. Enfin, tout ça, c'est de l'ordre d'un apprentissage. Mais c'est hyper difficile quand vous êtes concurrencé par des réseaux sociaux, par une fragmentation totale de l'espace public qui donne lieu à plein de petites bulles d'espace pseudo-privé-public qui sont des réseaux et qui en fait fonctionnent en boucle algorithmique, et qui font que vous ne rencontrez plus l'altérité, il n'y a plus d'espace de confrontation des idées, il n'y a plus de lieu commun. Et en fait, la difficulté, c'est s'il n'y a plus de commun, c'est extrêmement difficile, à part peut-être justement à l'école, mais bon, on voit la crise que traverse l'école. C'est hyper difficile d'arriver à se battre contre ces deux extrêmes. Non, on n'est pas dans un bon moment pour ça. Enfin, pour plein de choses non plus d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, Mazarine, que c'est un peu la mission que vous vous donnez. C'est-à-dire vous et d'autres philosophes ou d'autres penseurs ou d'autres scientifiques, etc. C'est-à-dire d'être justement sur ce chemin critique et d'appeler, ce qui n'est pas facile, entre le scepticisme et le dogmatisme, d'appeler toujours à cette réflexion que vous appelez déconstruction ou autre, mais qui est toujours de pointer partout le manque du plein, d'une certaine façon. Oui, absolument. Je pense que c'est une forme de vigilance politique. On met au service ce qu'on sait faire. Moi, ça sera plutôt à travers
les livres. Bon, évidemment, ça ne va pas avoir un impact global et mondial. Ah, on sait jamais. Non, mais vous voyez, on se met au service d'une cause, mais avec les moyens du bord. Et oui, je pense mais si que... cette vision est partagée par d'autres, heureusement. et elle l'est. Heureusement, Elle l'est, mais on est minoritaires quand même, parce que... voilà, là on parle de philosophie, on a du temps, mais vous voyez, c'est un temps qui n'existe plus. Enfin là, il est arraché parce que vous le faites, mais faut savoir le prendre. Oui, voilà, mais vous voyez comme c'est difficile. Donc bon. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer, il faut continuer à se battre pour essayer d'interroger les arcanes du monde, du politique. Pourquoi, voilà, se demander pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui de travailler sur la question de la vérité, pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui de se battre contre cette fragmentation du réel. Enfin, tout ça, il est extrêmement nécessaire d'y réfléchir parce que peut-être qu'à terme, ça pourra se convertir, pourquoi pas, en politique publique. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que les choses se fassent. Alors, c'est compliqué parce que les politiques, les souverainetés nationales sont fortement concurrencées par des logiques transnationales. Les GAFAM, ils s'en fichent un petit peu des réglementations au niveau national. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'il faut pas y travailler. Et donc voilà, je pense que là, bon, tout est lié. Hein, la réponse politique a une réflexion sur la science, a une réflexion sur les technologies, a une réflexion sur l'anthropologie, a une réflexion sur qu'est-ce que l'homme et pourquoi pas sur qu'est-ce que le manque. Moi, je pense que tout est lié. Dans mon travail en général, c'est ce que j'aime essayer de faire, c'est d'aller chercher les structures métaphysiques pour ensuite les déployer dans le champ politique, sociologique. Parce qu'il me semble qu'il y a toujours d'abord une racine métaphysique pour penser ensuite des applications qui peuvent être très concrètes, très simples, et très visibles en tout cas. Mais je trouve qu'on oublie aujourd'hui les fondements d'une pensée, les structures d'une pensée. Et on n'est que dans l'application. Ce qui est compliqué parce que si on n'est que dans l'application, ça veut dire qu'on ne se pose plus de questions mais qu'on a plein de réponses. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème, y compris en politique, c'est qu'on a plein de réponses, mais alors on se pose juste pas les bonnes questions. Donc d'emblée, c'est biaisé. Et la philosophie, elle est là pour réapprendre à poser des questions, qui ne soient pas les questions d'hier. Parce que les questions, elles bougent, elles se transforment. Et donc, voilà, pour complexifier la question, pour qu'une question soit vraiment une question et ne s'inscrive pas déjà dans un champ de questionnement où, en fait, cette question, elle est déjà inscrite, en fait, dans le champ. Et donc, finalement, la réponse, elle est déjà là. Enfin, elle ne changera rien. Une vraie question, elle vient réinterroger les fondements. Et donc, ça, c'est le travail du philosophe. Alors, bon, le philosophe n'est plus très écouté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il continue son petit chemin tout seul dans son coin. Oui, puis surtout, je pense que vous n'êtes pas seul. Vous interrogez les choses à votre façon de philosophe avec ce que vous êtes. Et d'autres l'interrogent avec ce qu'ils sont, mais pas dans le même sens. Oui, mais vous voyez, c'est intéressant parce que même en philosophie, moi j'ai l'impression d'être hyper minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des courants philosophiques qui aujourd'hui sont... Alors peut-être que j'ai une déformation aussi et que j'ai une vision un peu qui n'est pas vraiment globale de la chose, mais il me semble quand même qu'en philosophie, alors ça vient peut-être aussi des États-Unis, mais... Les auteurs les plus en vogue ne sont pas du tout les auteurs qui promeuvent le manque. En gros, j'ai l'impression que Deleuze l'a emporté sur Lévinas. Voilà, moi, je suis plus lévinassienne que deleuzienne. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas lu tout Deleuze et tout Lévinas, les philosophes un peu dogmatiques, du plein, etc. Alors, sur les philosophes qui interrogent. Je dirais pas ça comme ça parce que c'est quand même péjoratif, mais oui, pour moi, quand même, il y a un dogme au sens kantien du terme, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation de quelque chose qui excède les conditions d'expérience. Ouais. Et donc, chez Deleuze... Et vous dites vous-même, ils ont plus de succès. Ils ont plus de succès parce qu'il y a une forme de promotion de la force, de la création. Il y a quelque chose, je sais pas, qui est plus romantique peut-être chez ces auteurs. Et plus rassurant, vous avez envoyé le thème. Ouais. Que ça soit Nietzsche, Deleuze, il y a quelque chose qui est plus porteur peut-être, y compris dans la manière d'écrire. Alors, notamment chez Nietzsche, parce que c'est magnifique. Moi, j'adore Nietzsche par ailleurs. Mais je pense que dans l'ontologie de Nietzsche ou dans celle de Deleuze, qui, il me semble, l'emporte aujourd'hui par rapport à d'autres courants de pensée, eh bien, il y a une forme je dirais
presque de complicité structurelle avec une société de marché. C'est-à-dire justement une sorte d'immanentisme total, ou cette question de la négation dont on parlait tout à l'heure, où il y a du non, du néant, quelque chose qui fait rupture. Eh bien, ça, c'est toujours dépassé au profit d'un non qui se dilue. Mais on ne va pas mettre de nom, mais est-ce qu'on on n'observe pas ça aussi, c'est-à-dire que des philosophes ou des penseurs qui étaient au départ des gens qui interrogeaient, donc qui se posaient la question du son, de la déconstruction, du manque, etc., évoluent peut-être avec le succès vers une forme péremptoire, vers une forme du plein. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que les grands philosophes sont quand même à l'écoute de leur temps. Et de ce point de vue-là, Deleuze, il avait une oreille absolue, quoi, on va dire. Donc, d'une certaine manière, il est le symptôme d'une époque. Voilà, et moi, c'est cette époque que je réinterroge, en fait. Donc, il y a d'abord ça. Donc, c'est pas tant la tentation du succès que peut-être que ce sont les meilleurs traducteurs du fond un peu ontologique de notre époque. Et puis, de l'autre côté, oui, c'est ce qu'on disait par rapport à la pensée critique. C'est très difficile de tenir à ce niveau-là, enfin, à cet endroit, à cette crête. Et donc, en effet, dès lors que on dépasse la pensée critique, on tombe soit justement dans le dogmatisme, soit dans le relativisme. Et donc le dogmatisme, c'est un petit peu malheureusement le destin de toute philosophie qui à un moment donné est critique, mais qui va quand même proposer un système de pensée ou proposer quelque chose de positif. Et c'est à ce moment-là où effectivement où le dogme est toujours, devient le danger, quoi. Le dogmatisme devient le danger. Bon, c'est d'une certaine manière normal, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le dogmatisme, c'est mis en valeur, quoi. C'est quelque chose de... C'est génial d'être dogmatique, parce que plus on est dogmatique, plus, en fait, on serait engagé. Alors, c'est vrai que pour s'engager, il faut un peu de dogmatisme, parce que si on doute de tout, c'est compliqué de s'engager dans tout, hein, dans la vie, en politique, en amour. À un moment donné, il faut quand même dépasser le doute. Le doute peut pas être Faut pas se poser des questions en permanence. Ouais. Oui, c'est pas possible. Mais en même temps, donc faut pas être totalement sceptique, on va dire. Mais en même temps, après moi c'est mon rôle en tant que philosophe, entre guillemets, toujours difficile de s'autoproclamer philosophe, mais on va dire, proposant de la philosophie, c'est mon rôle de rester critique. Le philosophe, c'est pas un militant. Ce qui ne veut pas dire que je condamne la militance. Il en faut. Heureusement qu'il y a de la militance. Ça fait aussi bouger les lignes. On comprend bien que c'est pas votre position. Mais ça ne peut pas être celle de la pensée critique. Et donc, le dogmatisme, il faut arriver à le dénicher partout où il est. Non qu'il soit parfois pas utile. Encore une fois, il en faut aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le dénicher et le déconstruire. Et dire, attention, là, voilà, il est utile à ce moment-là, mais ça reste quand même du dogmatisme. Dernière question, Mazarine Pinjot. Comment est-ce que vous allez continuer à poursuivre cette voie critique si difficile? Quels sont vos projets? Alors, de quelle façon? Continuer à écrire des livres ou faire autre chose? Oui, alors je pense que l'écriture, c'est quand même un lieu pour ça qui est un peu là où on peut s'exprimer le plus précisément, hein. Donc il y a ce livre. Les romans, pour moi, le roman, c'est vraiment un lieu de résistance, dans le sens où c'est un lieu où il y a de la pluralité, où nécessairement les personnages sont ambivalents, sinon on n'y croit pas. Enfin, ils peuvent pas incarner des idées ou incarner des dogmes. Le roman, c'est le lieu de l'antidogmatisme, justement. Et donc voilà, donc j'espère que je vais continuer à écrire des romans. Là, j'ai une pièce de théâtre aussi que j'ai coécrit avec ma cousine sur Juliette Gréco. Ça s'appelle Je suis Gréco, qui tourne au Rond-Point fin janvier, début février. Et donc, Théâtre du Rond-Point, donc fin janvier, début février. Voilà, et plusieurs formes d'écriture. Je suis sur des scénarios aussi en ce moment. Voilà. Et donc, je pense que l'écriture, la création sont des lieux de vie et de production qui s'alimentent au manque. Et donc, c'est aussi une manière de faire vivre le manque. Très bien. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot, d'être venue à Pile-Poule. Je rappelle le titre de votre livre. Mazarine Pinjot, Vivre sans, une philosophie du manque. Un livre Merci. très éclairant sur le présent, sur le passé et probablement aussi sur le futur. Merci, Mazarine. Merci beaucoup.